est arrivé, on était des petits gamins dans le milieu du métal. On a tout explosé pour partir jusqu'au Japon, en Russie. On a fait toute l'Europe. J'ai eu 35 000 vies en même temps et le MMA m'a façonné. Ça m'a refait psychologiquement, ça m'a refait physiquement. Je me suis fait casser la figure je sais pas combien de fois. Ça m'a donné la rage de continuer puis de gagner. Il y a des moments où je bug. Je sais que c'est dû à des coups que j'ai pris. Ma femme, ma fille, tout le monde a peur pour moi. C'est normal. Un combat de MMA, je risque ma vie quand même. Une fois que t'es dans la cage, il n'y a plus rien qui existe. Alix Jean-Guillaume, bonjour. Bonjour. Alix, merci de nous accueillir ici dans ta salle de sport à Mouchard, une petite ville du Jura. On est ravis d'être avec toi aujourd'hui pour apprendre à mieux te connaître, car tu as un parcours de vie qui sort de l'ordinaire sur lequel on va revenir en longueur. Avant ça, on va te présenter rapidement. Alix, tu as 37 ans, tu es né à Besançon, mais tu as grandi ici, à Mouchard. Aujourd'hui, tu es combattant professionnel et coach de MMA. Avant ça, tu as eu plusieurs vies, notamment dans les sports de combat comme le judo, la lutte, le karaté, où tu as été champion de France, le jiu-jitsu et le kempo, où tu as quand même été aussi 5 fois champion du monde. Tout ça en ayant été pendant plusieurs années le chanteur d'un groupe de métal connu à l'international. Une vie riche en rebondissements, en leçons aussi, avec des réussites et des doutes sur lesquels on va revenir avec toi aujourd'hui. Ma première question, c'est de nous présenter en fait les lieux. Pourquoi tu nous as fait venir ici ? Est-ce que ça a un sens pour toi ? Alors, c'est très significatif pour moi parce que, comme tu as dit, Mouchard, c'est où j'ai grandi. C'est où il y a toute ma famille, où il va y avoir toute ma famille plus tard. C'est, je pense, c'est un peu triste de dire ça, mais l'endroit où je vais mourir plus tard. Mais c'est l'endroit où j'ai commencé les arts martiaux. Et t'as commencé quand ? Tu te souviens ? J'avais 4 ans. C'était en 94. Ce sont mes parents qui m'ont mis dedans, parce qu'il fallait faire du sport. Donc, comme on dit, j'ai un enfant qui est très énergique, il est compliqué à gérer. En plus de ça, j'ai eu des petits soucis, parce que... on avait vécu à l'étranger, le fait de revenir, il fallait que je suive une certaine ligne, il fallait que je m'adapte à la situation. J'étais un petit peu bagarreur aussi. Et problématique, c'est que tu avais soit faire du foot, soit faire du tennis de table, ou faire du judo. Tu n'avais pas grand-chose en fait à l'époque. Le foot, non. Le tennis de table, non. Donc on a essayé le judo, et le judo, je suis resté dedans. Ouais, et qu'est-ce qui t'a plu ? Parce que tu rentres directement dans une logique de performance jeune. Ça aussi, ça t'a plu ? Ou dis-nous un peu ce qui t'a fait accrocher et rester surtout ? Au début, tu sais, quand t'es gamin, tu te poses pas de questions, t'as tous les copains. Et petit à petit, il y a eu la perfection et la performance au fur et à mesure des années qui passaient. Pourquoi ? Parce qu'il y a commencé à avoir la rivalité. Donc on apprenait les techniques, et comme n'importe quel bon coach inculque un respect, jouer dans la discipline, etc., jusqu'au moment où on commence à t'apprendre réellement le réel sens des techniques que tu apprends et comment les mettre en application. Et au fur et à mesure, c'est devenu plus qu'un jeu, c'est devenu carrément une raison. Ouais, et ça t'a tout de suite plu. Ah oui. Et c'est marrant parce qu'en plus d'être un peu hyperactif, tu te dis que t'étais aussi un garçon très doux. Qu'est-ce qui t'a donné du coup la rage, parce que pour combattre, il faut aussi de l'envie, aussi cette certaine rage. Ce besoin de combattre, ça devenait d'où ? Ça devenait, comme tu l'as dit, des à côté, de l'école peut-être ? Alors, en grande partie de l'école et puis aussi à côté. J'ai eu une très très bonne enfance, il faut pas croire, j'ai pas été un délinquant quelconque ou quoi, j'ai fait des conneries comme tout le monde. Mais j'ai subi quelques petites choses quand j'étais enfant, jusqu'à, on va dire, l'adolescence. Ce qui m'a donné un peu une certaine rage quand j'étais gamin. C'est-à-dire, j'étais à l'époque, par rapport à maintenant, j'étais un peu bronzé, comme on disait. Et il n'y avait pas beaucoup de bronzés à la campagne. Donc les termes que les gens employaient n'étaient pas les mêmes que maintenant. C'était beaucoup plus accepté que maintenant. Et surtout, l'attitude des gens. Donc, je peux pas m'en plaindre parce que ça n'avait pas été comme dans les films. J'ai vécu ce genre de choses de façon plus saine par rapport à d'autres. Mais c'est ce qui m'a permis d'être certainement un bagarreur, on va dire, d'une certaine manière. Le besoin aussi de prouver que tu étais là et que tu pouvais te faire respecter, c'est ça aussi ? Tout à fait, si on peut dire ça. Cette rage, en grandissant, tu la gardes en toi, tu la canalises par le sport, ou tu l'expulses. Et quelque chose aussi de marrant, c'est qu'il y a aussi la musique. Ça aussi, ça vient dès l'enfance ? J'ai découvert la musique classique. Ah, t'as avant commencé de par le passer au classique. métal, tout à fait. Le père de mon père était quelqu'un qui bricolait énormément, qui touchait à tout, et un jour il s'est donné de la passion pour faire des violons. Donc il était en partie luthier.
Et ça me passionnait, je le regardais. Et un jour, j'ai vu Natacha Petrova, qui était ma prof de violon par la suite. Et quand j'essayais les violons, je les faisais pleurer plutôt que les faire sonner correctement. Donc du jour au lendemain, mes parents m'ont dit « Allez, on va essayer de le faire de la musique classique, on va voir ce que ça passe. » C'est passé pendant très très longtemps, j'en ai fait pendant très longtemps. D'un côté, sport de combat, et de l'autre, violon. On peut se dire, on va à rebours des clichés. En se disant, il y a aussi cette sensibilité qu'on a dans la musique. Toi, qu'est-ce que t'aimais dans cette musique ? Comme tu dis, côté sensible. Quand tu écoutes les 4 saisons de Vivaldi, tu ne peux que vibrer avec ça. Donc forcément, ça peut être n'importe qui. La musique est faite pour émettre des sens, avoir une certaine sensation. Et c'est quelque chose qui m'a toujours canalisé, même à l'heure actuelle encore. Et comment on bascule du violon, du classique au métal ? Le cliché total, j'ai découvert un jour, j'allais souvent à la maison de la presse, c'était le bureau de tabac de Mouchard, et il y avait un vieux magazine qui faisait peur à l'époque, parce que quand t'es pas dedans, il fait peur, et puis t'avais une pochette au-dessus, et tu voyais Abbat d'Immortal à l'époque, et tu voyais, il avait un corpse paint. Le corpse paint, c'est quand tu les vois, ils sont complètement maquillés, blancs avec du noir dessus, enfin bref, ça fait un masque mortuaire, si on peut dire. Et ça faisait flipper, mais moi, ça m'avait attiré. Et la connerie que j'ai faite, un jour, j'ai demandé de l'argent à mon père pour aller chercher des bonbons. J'ai pas acheté de bonbons, ça coûtait que dalle à l'époque. J'ai acheté ce magazine, j'ai regardé le truc, ça m'a tellement attiré. Et encore plus bizarre, mais tous les métalleux vont se reconnaître peut-être là-dessus. J'ai vu la pochette de Eaten Back to Life de Cannibal Corpse, où tu vois une espèce de zombie qui s'arrache les tripes dans tous les sens. Ça m'a... Et du coup, depuis... je suis resté dedans. Ouais. J'ai commencé à chanter sous les douches, à hurler, à essayer de découvrir ma voix. Très compliqué, je savais pas faire de guitare. J'avais pas envie d'être guitariste, je savais pas faire de la basse, c'était encore plus chiant que d'être guitariste. Batteur, fallait avoir une certaine coordination que j'avais absolument pas. Donc du coup, je me suis dit, vas-y, on va chanter, on va essayer, on va beugler, comme dirait mon père. Et c'est venu petit à petit où j'ai rencontré des gens. Et on a créé notre premier groupe à Arbois, à côté, dans la petite ville d'à côté. Et c'était, comment ça s'appelait déjà ? Il y avait Decomposition Subject, qui était devenu Fatal Act, c'était notre petit truc du coin. Après, j'ai eu Vacuum, qui était de Cramont à côté, donc coucou à tous les gars du coin. Et à côté de la musique dont on vient de parler, tu restes dans le judo où tu performes. Après le Jura, tu l'as dit, tu montes à Besançon, tu intègres même le pôle espoir de la ville. C'était tes années d'adolescence, tes années lycée, où tu découvres aussi de multiples sports de combat. Et toi, tu te dis que tu veux tout essayer. Ouais. Tu te souviens de cette période ? Un peu touche à tout ? Ouais, c'était un peu la foire. Parce que c'est l'adolescence, c'est le moment où ton corps commence à sécréter de la testo, c'est le moment où tu as besoin de plus, c'est toujours d'avoir plus. Et il y avait tous mes potes sur Besançon, donc on était une bonne bande. Il fallait qu'on se dépense d'une certaine manière. Et puis quand j'allais au Pôle Espoir, je me prenais des savates, comme on dit, parce que c'était pas le même niveau. Et ça m'a permis de m'étoffer, d'acquérir de l'expérience, gagner des compétitions, monter en grade, d'obtenir mon deuxième dan, etc. Et de découvrir aussi d'autres arts martiaux, parce qu'à côté du judo, il y avait la lutte. Et eux, ils m'ont toujours impressionné, ne serait-ce que par rapport à leur carrure, par rapport à nous. Nous, on avait les kimonos, donc ça faisait plus costaud, mais eux, ils avaient pas de kimono. Ils avaient leur truc super moulant, donc tu disais, ouais, bon, ok, c'est pas la même danse. Donc du coup, je m'étais frotté un petit peu à eux. Et ça m'avait plu. Et après, j'ai découvert le karaté, c'est les coups dans la face, et j'ai fait, waouh, c'est encore mieux ça. Ouais. On peut se dire, c'est quand même fou. Tu l'as dit, les coups dans la face, c'est quand même mieux. Pourquoi cette mentalité ? Parce qu'il y avait une certaine liberté d'expression, une liberté de choses qu'on n'avait pas forcément dans le judo. Et ça a été le moment où j'ai commencé un petit peu à me détacher du judo, d'une quelconque manière. J'avais peut-être fait un petit peu le tour. Je pouvais encore progresser, mais disons qu'à mon échelle, il fallait plus. Et ça a été le moment où il fallait que je découvre d'autres choses. T'avais quel âge à peu près à cette période ? 16 ans, 15 ans peut-être. Ouais. Et la suite de ce parcours, c'était quoi ? Je me suis fait casser la figure je sais pas combien de fois. Ça m'a donné la rage de continuer puis de gagner. Et je revenais, je me faisais casser la bouche. Je revenais, je me faisais casser la bouche. Je revenais à chaque fois. Et puis ça a été...
Crescendo. Ouais. Jusqu'à y arriver. Tu nous expliquais que tu gagnais ta vie aussi en travaillant dans le milieu funéraire. Ouais. C'est un emploi du temps qui est déjà chargé, malgré ton jeune âge. C'était pas trop dur de concilier tout ça, musique, sport, travail? Bah, écoute, c'est une question d'habitude, je pense. J'ai toujours eu une vie à 100 à l'heure. Donc malheureusement, j'ai pas eu beaucoup de place pour mes potes. J'ai pas eu beaucoup de place pour ma famille pendant un moment, parce que j'estime que d'un certain âge à un certain âge, c'est la découverte. C'est maintenant qu'il faut manger tout ce que tu peux manger à pleines dents. Et en 2009, tu décides de déménager à Lyon. Partir. Et pourquoi? C'était pour le sport, pour la musique? Pourquoi tu décides de partir de la Franche-Comté? T'en as beaucoup parlé, on sent que t'es quand même attaché. Pourquoi tu t'exiles du coup? Je me suis exilé par rapport en partie au judo. J'ai voulu plus. Là, c'était le moment où je me disais, j'ai beaucoup plus de force, je commence à avoir de la bonne technique, je commence à être plutôt bien. Maintenant, je vais aller à Lyon. À Lyon, parce que déjà de 1, je voulais obtenir mon diplôme de thanatopraxie. Et l'école était à Lyon. Est-ce qu'on peut rappeler ce que c'est? La thanatopraxie, ce sont les soins de conservation sur les corps. Okay. Vu que j'étais dans le milieu funéraire, je voulais évoluer. Et il m'était arrivé un truc à l'époque qui m'a donné envie d'aller plus loin dans le milieu funéraire. Donc du coup, j'avais demandé ma mutation des pompes funèbres générales de Besançon à Lyon pour pouvoir passer ce diplôme. Donc allié professionnel et puis loisir, j'ai tout fait. Donc à l'époque, tu pensais pas vivre un jour de ta pratique sportive? Absolument pas. Ouais, c'était pas l'objectif? Non. C'est resté un loisir pour toi, il y avait un peu de compétition, mais... Ah, il y avait beaucoup de compétition, mais c'était pas ce qui m'obstinait. C'était pas la chose la plus importante, même si ça m'avait façonné. C'était pas la chose la plus importante de ma vie. Donc 2009, Lyon, pour passer un stade dans la vie professionnelle et dans la vie sportive. Pourtant, c'est aussi un moment compliqué pour toi. Tu as eu un accident qui t'a blessé gravement, c'est ça? Oui. Alors je vais survoler ça, mais oui, j'ai eu un accident qui a fait que pendant un certain temps, je ne pouvais plus pratiquer le sport du tout. Ça a été très pénible. Pour un passionné. Physiquement, psychologiquement. Et le fait d'être loin, en plus, loin, donc c'est-à-dire à Lyon et non pas avec toute ma famille, ça a été un peu compliqué. Mais on a surmonté ça. Et ça, j'en parle aussi aux sportifs que tu es. On sait que quand on est immobilisé, le corps change. Toi, ça t'a pas fait mal de voir justement, à cause de l'immobilisation, de voir ton corps changer, justement de plus être actif? Toi qui l'as été depuis tes 4 ans. Ah ouais, et puis j'avais un rythme de sport quand même assez effréné. J'ai toujours eu, depuis beaucoup d'années, 2 à 3 entraînements par jour. Donc pas 7 jours sur 7, parce qu'à l'époque, je disais c'était mon loisir, c'était pas professionnel comme maintenant, donc j'avais beaucoup d'entraînements parce que je kiffais ça. Et du jour au lendemain, se retrouver avec 0 sport pendant un très longtemps, c'est compliqué. Ouais. Très compliqué. Mais t'as réussi justement à rebondir, et je crois que c'est à cette période que tu découvres le MMA. C'est ça. Est-ce que tu peux nous expliquer comment t'as découvert ça? J'avais un pote à moi, un chanteur, qui me disait « Ouais, vas-y, tu fais du judo, ce serait bien que tu viennes faire du MMA un jour. » Je me disais « C'est quoi ce truc ?» Puis on a regardé une cassette vidéo, parce qu'il n'y avait pas encore forcément YouTube comme maintenant. Il n'y avait pas Instagram, il y avait Facebook, quoi, mais c'était pas forcément autant de publicité que maintenant. Puis il m'avait passé un DVD, cassette, etc. On avait regardé ça, et c'était incroyable. J'ai fait « Ouais, bon, ça, vas-y. » Faut que j'y aille. Tout de suite. Et tu peux nous expliquer, pour ceux qui connaissent pas, ce que c'est MMA, en français l'acronyme arts martiaux mixtes. En quoi ça consiste comme discipline, la définition? Le MMA, c'est une discipline qui va regrouper toutes les meilleures techniques de tous les arts martiaux confondus. D'où le fait qu'on dise arts martiaux mixtes. Tu peux être judoka, tu peux être lutteur, tu peux être karatéka, tu peux être dans le kung-fu, tu peux être dans le tai chi. Enfin bref, tu récupères toutes les choses qui te permettent de faire ta base personnelle. Et après, il faut compléter avec d'autres disciplines pour pouvoir être plus ou moins le meilleur, parce que il faut toujours être le meilleur de soi-même et le meilleur aussi à partir du moment qu'on fait. Ouais, pour toi qui aimais performer dans toutes les disciplines que tu trouvais, là c'était le Graal en fait, une discipline comme ça. C'était même pas le Graal, là. C'est le truc. C'est sûr, allez. J'ai découvert le MMA en 2009, donc si tu fais le calcul, ça commence à faire des années. Ça n'avait pas du tout les mêmes règles que maintenant. Déjà, à l'époque, c'était le moment où le judo faisait la traque. Le judo, le karaté interdisait les combattants de MMA s'ils avaient une licence dans le judo ou dans une discipline connue en France, comme le judo, le karaté. Je te donne ces 2 disciplines-là.
t'étais obligé de combattre à l'étranger. On était des coqs en cage, on était des espèces de petits pitbulls qu'il fallait éradiquer de la circulation, quoi. Donc tu faisais ça un peu en zoom. T'avais le droit de suivre des cours, parce que c'était le truc incompréhensible, c'est interdit, mais t'as le droit quand même de suivre des cours. C'était le truc que tu comprenais pas trop. Mais du coup, les entraînements n'avaient rien à voir avec maintenant. Il y avait beaucoup plus de liberté. Il y avait déjà des règles, parce que ça existe depuis des années, donc forcément il y a des règles. On n'a pas sorti des règles du jour au lendemain. Il y avait des règles qui étaient moins étoffées que maintenant, mais ça a été un moment de découverte totale et de liberté incroyable en te disant wow. Ouais, et tu l'as dit, le MMA aussi était important pour toi dans ta reconstruction en tant qu'homme. Ouais. Un de tes coachs actuels, Yacine Bandaoui, disait dans une interview que cette découverte du MMA t'avait, entre guillemets, c'est lui qui le dit, sauvé la vie à une période où t'étais pas au top mentalement, que ça avait été une vraie bouffée d'oxygène. Tout à fait. Et merci à mon Yass, petit clin d'œil. Mais ouais, le MMA m'a façonné. M'a façonné, il n'y a pas d'autre mot à dire. Ça m'a refait psychologiquement, ça m'a refait physiquement. Ça m'a tout refait. Parce que c'est quoi qui allait pas avant que tu découvres ça? Tu sais, on parlait d'accident là tout à l'heure. Le fait d'être loin, et on parlait, la Franche-Comté pour moi c'est là. Je l'ai carrément là, donc forcément c'est quelque chose de touchant. J'avais choisi de partir de ma Franche-Comté natale pour aller à Lyon, dans une ville hostile. Que tu connaissais pas. Dire que je connais pas, et puis c'est la ville. Quand t'as rien à voir, t'as vécu dans une campagne avec des vaches, te retrouver avec des bus et des métros, c'est un peu compliqué. Au début, ouais. Ouais, au début. Et en fin de compte, tout s'est très bien passé pour moi. J'ai évolué. Et on peut le voir d'ailleurs dans tes résultats sportifs, parce que tu continues tes autres sports à côté. En plus du MMA, jusqu'en 2016, c'est le moment même où tu es le plus performant. T'es champion de France de karaté, quintuple champion du monde de Kempo. On sent qu'il y a quelque chose qui s'est libéré, où tu performes. Et pas seulement dans le sport, dans la musique aussi, où en 2011, tu deviens le chanteur de premier plan du groupe In Arcadia, qui est un groupe lyonnais de métal, tout en travaillant en même temps. C'était un peu fou cette époque. Ouais, c'était incroyable. Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, j'ai eu 35 000 vies en même temps et tout jumelé, c'était difficile, mais In Arcadia, cette période en plus, quand je suis rentré dans le groupe In Arcadia, ils avaient un style différent. Ça a été la reconstruction du groupe en même temps que ma reconstruction à moi, personnelle, et on a tout éclaté. On est arrivé, on était des petits gamins dans le milieu du métal où ils étaient tous habillés en noir, les cheveux longs, des tatouages. Nous, on est arrivé avec des casquettes à l'envers, des tatouages, mais des shorts en mode rose, des t-shirts. On s'est inspiré un peu de la nouvelle vague core qu'il y a eu aux États-Unis à ce moment-là. On a surfé là-dessus et on a tout explosé pour partir jusqu'au Japon, en Russie. On a fait toute l'Europe. Et je te parlais de Cannibal Corpse tout à l'heure, qui a été l'un des groupes que j'ai écouté depuis que je suis gamin. Et j'ai fait leur première partie sur toute une tournée européenne. Ouais. Est-ce que tu vois des similitudes entre un concert de métal et un combat de MMA, par exemple? Ouais, il y a le choix à faire. Il y a le choix à faire avant le combat. Ouais, il y a des similitudes, mais il y a quand même quelque chose qui est très différent. C'est qu'un combat de MMA, je risque ma vie quand même. Il suffit d'un mauvais coup, il suffit d'une mauvaise réception ou quoi que ce soit, et je peux très mal finir. Alors qu'un concert de métal, à part perdre ma voix... J'essaye un peu de m'imaginer ton quotidien à l'époque, parce que tu veux performer dans le sport, mais des tournées comme ça prend du temps, c'est aussi une hygiène de vie différente. À côté, quand t'es pas en tournée, tu t'entraînes beaucoup. Ouais. Je crois que tu travaillais aussi dans le milieu de la sécurité aussi à cette période. J'ai travaillé plus dans le funéraire. Ouais, donc dans le milieu de la sécurité, mais voilà. que le quotidien était, j'allais dire, très échelonné et très rempli. Encore une fois, comment tu arrives à concilier tout ça? Agenda. Il n'y avait pas encore le téléphone comme maintenant. J'avais mon agenda et j'avais tout là-dessus, j'étais un agenda sur part. Ouais. Et c'est pas usant, ça? Même si on t'a entendu, tu as dit que t'étais passionné et tout, le fait d'avoir tout qui s'enchaîne, est-ce que c'est pas usant? Même mentalement, je te parle pas que physiquement. Clairement, cette vie-là que j'ai eue à cette époque-là, je pourrais pas l'avoir maintenant. Tu disais, comment tu prenais tes RTT pour partir en tournée, en fait, c'était ça? Exactement. On avait mis en avant, en fait, à l'époque, je pense qu'on aurait pu vivre du groupe, de la musique du coup, j'aurais été intermittent du spectacle plutôt que d'être sportif de haut niveau. Mais on a choisi de faire vivre le groupe, mais de pas vivre nous de la musique. Et moi qui étais à fond dans le sport, même mon sport je l'ai mis de côté. Même si je squattais toutes les salles partout où on allait, dans toutes les villes où on allait, j'ai essayé de squatter par-ci par-là. Ce qui a fait que mon niveau avait chuté un petit peu.
jusqu'au jour où j'ai décidé de me remettre à fond dedans. Ah, justement, c'était en 2016, je crois. Pourquoi tu décides de te recentrer niveau sport? Et je crois même un choix sur le MMA. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça? Parce que tu l'as dit, tu sors d'une tournée mondiale, tu as aussi une sorte de reconnaissance, même si tu n'en vis pas, ça fait partie de ta vie depuis l'enfance. Pourquoi c'est un peu un pari, avoir choisi de se mettre sur le sport? Il y a eu la venue de ma fille qui m'a permis de me recentrer sur certaines choses. Je ne pouvais plus avoir cette vie où je travaillais de jour comme de nuit. Ça a été très dur, cette transition. Plus les répétitions, parce que c'est comme le sport, la musique. Plus tu t'entraînes dans ta voix, meilleure ta voix, et plus tu performes sur scène et surtout sur les concerts, etc. Donc il fallait énormément répéter, énormément s'entraîner, en plus de mes entraînements sportifs, en plus du travail et en plus de ma vie familiale à l'époque. Oui, ça devenait plus tenable, ouais. C'était insupportable. Donc tu as dû faire un choix entre deux vies presque, sportif et professionnel et musical. Et tu as choisi donc le MMA. À l'époque, tu n'es pas encore pro, mais est-ce que tu te souviens de ton premier combat? Ouais. Je suis devenu professionnel quelques jours après la naissance de ma fille. Ok. Ma fille est née et d'un seul coup, mon coach de l'époque me fait « Alix, j'ai un combat pour toi samedi soir, si tu veux. On y va pour la gloire, mais c'est ton premier combat officiel. » C'était l'époque où tu faisais pas forcément des combats clandestins parce que c'était organisé, il y avait du monde, il y avait du public, mais il n'y avait pas ce même engouement qu'il y a maintenant. Maintenant, tu as un Français qui va combattre à l'autre bout du monde, il y a tout le monde qui est au courant maintenant. Alors qu'à l'époque, les gens ils s'en foutaient mais totalement, quoi. T'étais personne. Mais j'ai eu ce premier combat quelques jours après la naissance de ma fille que j'ai gagné, mais qui a été tellement difficile parce que je me suis retrouvé avec un mec que je ne connaissais absolument pas. Il n'y avait pas l'étude de combat qu'il y a maintenant. On regarde les combats sur Internet, on va savoir se renseigner et tout. Il n'y avait rien à l'époque. Donc le gars, je ne savais pas qui c'était. Je savais juste qu'il avait déjà plusieurs combats dans les pattes, que j'allais être la chair à canon. J'ai été la chair à canon. Je suis reparti avec des pocs partout sur la tête, mais je l'ai eu. Et ça a été la plus grosse expérience de ma vie dans le sens où j'ai survécu. Ouais. Donc là, tu étais lancé, c'est ça. Parce que le moment où j'ai dit je veux faire ça. Faut comprendre aussi ce que ça implique, c'est que tu décides en plus de passer tes brevets d'entraîneur, donc vraiment d'axer ta vie là-dessus. Mais tu l'as dit, à l'époque, c'était pas développé. Comment on vit de ça? T'avais toujours ton travail à côté. Explique-nous. Ah là, ça c'est très difficile. Parce que c'est même financièrement, ça peut être un saut dans le vide en fait. Ah là, tu balances carrément le poids dans l'eau et tu coules avec. Il n'y a pas d'autre mot à dire. À l'époque, tu pouvais pas dire que tu étais boxeur professionnel dans le MMA. Parce que le MMA n'était pas reconnu. Il y avait des cours, mais même être encadrant, être professeur n'était pas reconnu. On pouvait pas en vivre. Parce que quand je combattais à l'étranger, je gagnais 250 €. On me payait aller le trajet, mais si je gagnais le combat, j'avais 250 €. Si je gagnais, j'avais peut-être 100 € en plus. Et si j'arrivais 250 € en plus, c'était bien. J'arrivais à me faire 500 €. Parfait. Avec 500 €, tu fais quoi? Et tu peux pas enchaîner les combats parce que tu peux pas enchaîner les chocs. Il faut un temps de récupération. Non. Toi, j'ai eu une belle carrière amateur, comme tu disais. Mais le moment où j'ai connu le véritable MMA, mais je me suis fait dézinguer. C'était difficile. Ah ouais, franchement, j'étais pas prêt. On m'a lancé là-dedans, le monde était tout rose, le monde était magnifique à cette époque-là, jusqu'au moment où j'ai commencé à me confronter avec des méchants, et ces méchants, pour eux, j'étais juste la musgueule. T'as regretté ton choix, à un moment? Ah bah oui, il y a un moment donné, c'était la remise en question, je faisais que de perdre. Genre, qu'est-ce que je fous là, quoi? Pourquoi je m'attarde à faire ça? Si je m'entraîne, je subis des blessures, je me lève à je sais pas quelle heure du matin pour pouvoir aller courir, aller m'entraîner en cours privé avec mes coachs, m'occuper de ma fille, aller travailler, me taper je ne sais pas combien de kilomètres pour me foutre sur la gueule avec un parfait inconnu à l'autre bout du monde. Pourquoi? Pour 250 €? Peut-être même finir à l'hôpital dans certains cas. C'était une obligation pour pouvoir performer de me remettre en question, mais vraiment totalement. Déjà sur l'hygiène de vie. Je te parle par exemple, ne serait-ce que manger. Le repos, les fêtes. Je faisais de la musique, donc forcément il y avait les fêtes qui allaient avec. Tout ça. Et ne serait-ce que déjà là-dessus, malheureusement, il fallait se mettre dans la peau d'un sportif de haut niveau. Comment réussir? Comment se remettre en question? Alors, je vais te demander de faire un point aujourd'hui sur ta pratique du MMA. Où tu en es? Où j'en suis? J'ai fait un renouveau.
parce que j'ai subi 5 défaites consécutives. Et après, j'ai fait que de gagner. J'ai eu 8 victoires depuis et 4 défaites seulement. Bilan positif. Bilan positif parce que depuis 2019, et quand tu fais le calcul, on est en 2025, ça fait quand même 8 victoires, donc ça fait une espèce de remontada, comme dirait Michael Legout. Hein. Je suis monté d'un coup, et j'ai eu quand même des défaites, mais si tu regardes sur le papier, c'est dommage que ces combats avant aient été comptabilisés. Ouais. C'était les combats pro, donc forcément c'était le moment où il commençait à avoir de l'engouement quelconque. Ça a été comptabilisé, et c'est dommage. Et toi, tu n'es pas à l'UFC, mais tu as aussi, je ne sais pas comment on peut le dire ça, pas une franchise, mais une ligue, Hexagone MMA. Tout à fait. Et qui s'occupe, c'est quoi, de te booker un peu tes combats? Dis-nous en fait, comment ça s'organise? Alors déjà, j'ai un manager, Manu de Manu Lead. C'est un manager, lui est chargé en fait de me chercher les contrats des combats. Et c'est lui qui les cherche, ok. Voilà. Ensuite, c'est lui qui va négocier pour moi. Mais grâce à lui, j'ai signé chez Hexagone MMA. J'ai même signé un deuxième contrat. Hein. C'est mon deuxième contrat avec eux pour 3 combats. Je fais mon premier combat dans quelques jours de ce nouveau contrat. Et Hexagone, en fait, c'est une ligue. C'est l'une des plus grosses ligues en France. Il y en a plusieurs. Hein. Il y a Hexagone MMA, il y a Ares. Il y en a d'autres qui sont plus petites, mais ça, ce sont les 2 plus grosses actuellement. Petite question pratico-pratique. Aujourd'hui, comment tu vis même financièrement? T'arrives à vivre uniquement avec le MMA? Je vis essentiellement de ma passion. Alors, si je te disais que je vivais de mes combats, je suis un sacré menteur. C'est compliqué, donc il faut pas se faire d'idées. Si tu veux gagner ta vie, il faut avoir un métier à côté. Moi, j'ai vis que du sport. Donc à côté, je suis coach sportif, voilà, à mon association, qui va me permettre de vivre en partie en attendant que je crée ma salle plus tard. Mais je vis essentiellement des cours que je donne, ce qui donne, on va dire, 90% de mon revenu. Et les 10 derniers pourcents, c'est mes combats. Parce que dans l'argent que je gagne pour mes combats, il faut que je paye mes coachs, il faut que je paye mes soins quand j'ai un problème. Donc quand je parle de soins, ça va être la cryothérapie, ça va être les médecins, ça va être tout ce qui va permettre de récupérer correctement. Ça va être mes compléments alimentaires, ça va être mes coachings privés avec différents coachs, en plus de mes coachs. Tout un tas de dépenses que tu peux pas assumer juste avec les combats, quoi. Exactement. Ou alors même si je gagne une certaine somme avec les combats, hein, ça peut être des belles sommes, mais qui sont pas suffisamment importantes parce que il faut pas oublier, je suis taxé par l'État, je suis professionnel. Donc il y a tout le monde qui y passe. Donc sur une grosse somme, en fin de compte, ce que je me mets réellement dans la poche, c'est infime par rapport à ce que je vais gagner. Tu avais dit une phrase pour atteindre ce niveau, et moi, de mon côté, de non-pratiquant, ça m'avait un peu rendu triste. J'ai dû tirer un trait sur mes proches. Tu voyais plus tes entraîneurs que ta femme. Ah, mais même encore actuel. Hein. Je vois plus mes entraîneurs, mes coachs, plus mes collègues d'entraînement, plus mes élèves, que ma femme et ma fille. Aucun regret, c'est ça? C'est pas une question de regret, c'est une question de choix que j'ai fait depuis très longtemps. C'est pour ça que je disais que j'ai un code de vie qui est très, très important. Cependant, ça va changer. Encore une fois, je te dis, j'ai 37 ans, je vais avoir 38 ans là. J'ai dit que je posais mes gants courant 2027. Je pose mes gants définitivement, donc je serai plus combattant. Et ce sera un nouveau moi. Je serai enfin le père de famille que j'aurais voulu être. Donc je serai enfin le coach à 300%. Je vais enfin donner beaucoup plus de temps à ma femme et ma famille. Ouais, c'est vrai que dans le MMA, même dans les sports de combat, tu es quand même âgé. Pourtant, tu continues, tu as encore des combats de prévus. Pourquoi? C'est toujours cette rage que tu avais dans l'enfance qui t'anime? Non, il faut savoir rester à sa place. J'ai 37 ans, je suis pas fini encore, les gars. Tu gardes la motivation? Ah oui, bien sûr. C'est quand j'aurai passé les 40 ans, là, bon, j'aurais fait la moitié de ma vie, c'est bon, je pense que je peux poser les gants et laisser la place aux jeunes. Mais est-ce qu'avec l'âge, il faut donc pas plus faire attention à tout ce qui est nutrition? Forcément, ton corps, il prend de la bouteille, mais c'est aussi le moment où je comprends mieux mon corps. Donc sur certaines choses, je sais gérer des choses que je ne savais pas gérer avant. Donc forcément, mon corps, il est fatigué. Je le sens. Là, jusqu'à présent, j'étais toujours dans un espèce de pic de forme qui était incroyable. Je devais faire partie du faible pourcentage de cette population mondiale où t'arrivais encore à exceller. Là, je commence à sentir la limite sur certaines choses. Donc on va dire que c'est sur cette dernière année où ça va être décisif pour moi. Je vais te poser une série de questions courtes.
si tu peux répondre en réponse assez courte. Quel a été le plus beau moment? La naissance de ma vie fille. Ça a été le plus beau moment de ma vie. Et le plus beau moment de ta carrière? Ah, ça. Avec ma nouvelle équipe à Rouen, quand j'ai battu Abouef face à une arène qui était en partie contre moi, ça a été une certaine concrétisation de tout un travail. Je suppose que tu t'es déjà pris un KO, au moins que tu en as vu dans ton sport. C'est un peu mythifié, le KO aussi dans la société. Toi qui l'as vécu, qu'est-ce qu'on ressent? Mais ça dépend. Tu as plusieurs types de KO. Tu as le KO cérébral et après tu as le KO viscéral. Le KO cérébral, en fonction du KO que tu t'es pris, tu as fait dodo. Donc quand tu te réveilles, tu as peut-être un mal de crâne, mais tu as dormi. La vie est différente d'un coup. Ah ouais? Ouais. Faut te reposer. Il faut surtout pas te reprendre un coup dans la tête. Par contre, un KO viscéral, en fonction de l'attaque, la force, tu vas vomir un coup, t'es cassé en deux pendant un certain temps, mais après tu peux reprendre. Toi, tu ressens peut-être aujourd'hui des séquelles de blessures, de KO que tu as eu étant plus jeune? Ouais. Sur ton corps? Ouais, forcément, ça joue sur le corps. Hein. Puis là, je n'aide pas. C'est-à-dire, c'est quoi les symptômes? Les symptômes, par exemple, il y a des moments où je bug, forcément. Il y a des moments où je bug, ça s'entend comment je parle, quand je veux exprimer quelque chose, c'est pas que là du sexy. Hein. C'est à des moments où je sais que c'est dû à des coups que j'ai pris avant, où il n'y avait pas forcément de protection comme maintenant. Puis voilà. Ça te fait pas peur pour l'avenir, pour ta vieillesse? Ça va, j'ai pas Alzheimer, j'ai pas Parkinson non plus. On va toucher du bois pour qu'il n'y ait rien qui se déclenche plus tard. À quoi tu penses quand tu entres dans la cage, justement? Rien. Rien? Rien. C'est possible? Ouais. Quand tu rentres dans la cage, la porte se ferme, t'es face à ton adversaire. Alors que t'as eu l'entrée avant avec le public, t'arrives à faire le vide? Ouais, le moment où je commence à flipper, le moment où je me dis mais qu'est-ce que je fous là, pourquoi? C'est le moment où on te met le bandage, tu sais que c'est le moment où tu peux plus faire marche arrière, tu dois y aller, c'est le tunnel. Une fois que t'es dans la cage, y a plus rien qui existe. T'es un peu comme si t'étais en apesanteur, tu vois, même en parlant comme ça, j'en ai des frissons, c'est une sensation que tu peux retrouver nulle part ailleurs. Est-ce que t'as des rituels avant, pendant ou après le combat? Après. Et c'est lequel? Manger mes M&M's. Manger les M&M's? Ah ouais. Le petit plaisir coupable? Ouais, victoire comme défaite, c'est un meilleur goût quand tu gagnes, mais je suis obligé de manger mes M&M's après. Ouais. Ce qui m'intéresse aussi, c'est quand on écoute tes entraîneurs, je me suis documenté avant de te voir, ils disent qu'ils ont dû beaucoup bosser avec toi, l'aspect mental. Au début, tu pouvais être inhibé par le public, par la compétition, et que ça pouvait te desservir pendant les combats. C'est le cas? C'est après, comme toute personne. Tu vois, il faut réussir à rester concentré. Et quand tu sais qu'il va y avoir beaucoup de public, quand tu sais qu'il va y avoir beaucoup d'engouement, quand ton combat va être médiatisé, ça peut jouer psychologiquement. Ça peut te faire peur, ça peut te freiner, ça peut faire en sorte que tu aies une mauvaise performance. Et même à l'entraînement, ça se ressent. Donc il y a un travail psychologique, comme pour tout. Il faut se conditionner. Et c'est un travail de tous les jours, tout le temps. Ah ouais? Ouais, en fait, tu peux être une machine de guerre niveau corps, mais si dans la tête ça va pas, tu seras forcément moins bon qu'un mec peut-être moins performant physiquement, mais qui est clair dans sa tête. Tu peux être le meilleur au monde, à partir du moment qu'il y a quelque chose qui va te perturber psychologiquement, c'est la dégringolade. Il faut réussir à rester stable et focus sur l'objectif. Je suis obligé de te poser la question, quand on parle de MMA, on pense souvent au côté violence extrême, provocation, manque de respect entre adversaires, comme on peut en voir aussi, le trash talk, à l'argent, le côté business. Toi, qu'est-ce que tu penses de ces critiques qui sont faites à ton sport? Est-ce qu'elles sont justifiées ou est-ce que c'est un peu une idée reçue? Alors moi, je fais pas partie de ces personnes-là. J'ai déjà eu pas mal de personnes en face de moi qui m'ont mal parlé et tout. Ouais. Ça existe donc, le trash talk? Ah, ça existe, bien sûr, c'est toujours parti. Il suffit d'être dans la rue, de voir quelqu'un que t'aimes pas et puis de l'insulter. Ça s'appelle du trash talk. Mais il y a le côté là médiatisé qui arrive grâce à des gens, je te sors un nom très connu, McGregor, qui était le professionnel du trash talk, mais qui mettait en application ce qu'il disait quand même. Bon, plus trop actuellement. Mais à l'époque, c'était le mec qui parlait mais qui faisait. Ça revient à la page du jour. Les petits jeunes maintenant, grâce à tous les réseaux, il faut parler. Il faut parler. Et puis ils ont raison. C'est ce qui fait que d'un seul coup, ils prennent une certaine notoriété. Mais je pense, moi, que t'as pas forcément besoin de mal parler de quelqu'un pour pouvoir réussir.
Ça, c'est mon avis personnel. C'est aussi comment j'ai été éduqué, je pense. Mais il faut réussir à avoir un juste milieu. Si tu parles mal de moi, je vais te regarder avec un petit sourire, je vais toucher ma petite moustache. Et ça voudra tout dire, pas besoin de parler. Il y a quand même un côté spectacle. Tu l'as dit toi-même, dans l'entrée, même dans l'après-combat et tout. C'est un show, quand même. Tu montes sur la cage, ça reste un show, ça tu l'assumes. Faut pas l'oublier, c'est un art martial. Il y a art dans l'histoire. C'est pas qu'un sport, c'est beau, mais il y a tout ce qui va avec. Et vu que tu passes à la télé, où il va y avoir du public, il faut quand même que tu crées un certain personnage, ce qui va faire ta personnalité, ce qui va faire ce que les gens vont retenir de toi. Faut pas oublier un truc, c'est que tu gagnes. Tout le monde sait que tu as gagné, mais au fur et à mesure, les gens vont oublier. Ils vont oublier. Ça va être une trace écrite, ok, il a gagné. Cependant, quand tu vas perdre, t'inquiète pas, c'est là que tout le monde va retenir. Et ils vont tous se rappeler de comment tu as perdu, où et comment. Alors c'est quoi le personnage d'Alix Jean-Guillaume? Qu'est-ce qui le caractérise? Moi, déjà, j'ai la moustache. La stache, ton surnom. La stache. On me retient aussi parce que je suis quelqu'un qui ne lâche pas. C'est tant que tu m'as pas mis KO, tant que tu m'as pas soumis, je suis là, je tiens jusqu'au bout. Ça a toujours été l'un de mes points principaux. Je vais jusqu'au bout. On parlait un peu plus avant des séquelles, des blessures, du sang. C'est quoi le rapport de ta famille par rapport à ton métier? Inquiétude, peur? Ça a peut-être évolué depuis tes débuts? Je ne saurais t'expliquer là-dessus. C'est une petite question que je peux pas répondre, ça. Ouais, tu sais pas trop? Ah non, je sais absolument pas. Ils t'expriment pas leurs craintes s'ils te voient combattre? Si, ils ont peur. Ma femme, ma fille, tout le monde a peur pour moi. C'est normal. C'est normal. Et puis, ils m'ont jamais vu dans des situations horribles. J'en ai eu des grosses situations. Le nez comme ça. Ah ouais? L'omoplate gauche, double fracture pendant un combat, un bras qui part de l'autre côté, une jambe. Enfin bref, j'en ai eu des choses. Ou même des KO. J'en ai eu beaucoup. Ils m'ont jamais connu comme ça. Et c'est pas une belle image. Tu t'essayes toi de leur cacher aussi? Non, parce que maintenant c'est plus possible. Maintenant je combats, je passe à la télé, donc tout le monde va le voir. Même maintenant, tous mes haters quelconques ou quoi, mes ennemis, t'inquiète pas, ils vont tous être là pour dire « Ah, il s'est pris ça ». Mais tout ce que j'ai pu avoir jusqu'à présent, j'ai réussi à plus ou moins le cacher, notamment aux yeux de ma fille. Et c'est pas plus mal. C'est pas plus mal, parce que ça, c'est le très mauvais côté de cet art martial où tu peux très très vite monter, tout se passe bien, t'as ton apogée, et d'un seul coup, chuter. Et quand tu chutes, t'as intérêt d'avoir un mental d'acier. C'est ça peut être dur. Et tu parlais des haters, c'est intéressant parce que maintenant il y a les réseaux sociaux. Il y a aussi ce côté-là de moquerie, de fois de gens que tu connais pas. Ça t'arrive toi à rester dans ta bulle? Est-ce qu'à un moment ça te touchait? Non, tu sais, les haters, dans la musique, j'en ai eu beaucoup. Aussi, ouais. Donc ça me touche absolument pas, je m'en moque totalement. Je sais que 90% des gens qui vont mettre un petit commentaire de haine quelconque ou quoi sur Internet, ce sont des gens qui ne bougent pas de leur canapé, qui ne savent même pas de quoi ils parlent. Je les appelle les footix. J'ai parlé un peu comme en Thaïlande de ces pros en boxe. Ces gens qui se disent être pros en boxe, mais qui ont peut-être jamais mis une paire de gants de leur vie, mais ils sont là pour parier sur ta tête. Ils se font de l'argent sur ta tête. Ils parlent de toi, mais sans connaître. On va revenir sur le MMA. Tu parlais de ta fille. Si un jour tes enfants te disent « Papa, je vais faire comme toi, je vais mettre au MMA », t'accepterais, tout en sachant toi les côtés un peu plus sombres, ou pas? Je serais là à 3000%. Ah ouais? Et d'ailleurs, c'est ce que ma fille m'a demandé. Ah, elle t'a déjà demandé? Elle a 9 ans, je donne des cours pour les enfants ici. J'ai jamais voulu l'obliger à faire des arts martiaux, parce que moi j'ai commencé tôt. J'ai été un peu obligé, si on peut dire, par la suite, parce que j'étais dedans et puis il fallait que je continue quelque chose, donc c'était ça. Et puis après j'ai adoré. Mais ma fille, j'ai pas voulu l'obliger. Donc je vais pas te cacher qu'elle a fait beaucoup de judo, de MMA avec moi pour s'amuser. Donc elle connaît beaucoup de choses dans le cadre de l'amusement. Sauf que là maintenant je donne des cours pour les enfants et puis elle me dit « Papa, je vais faire ça ». Allez, go. Elle regarde tes combats? Elle est même venue me voir une fois. Ça rajoute quoi? Un peu de pression, on a envie de... Ouais. Elle est venue me voir à Orange il y a quelques années de ça. Je combattais contre Cédric Sévrac. Et tu sais, c'est toujours un moment de pression, surtout que là, je combattais dans un lieu mythique qui a plus de 2000 ans d'existence. J'étais dans le théâtre antique d'Orange.
Et c'était une soirée qui était très violente, très électrique, et où j'avais un coup de pression mais monumental. Et je savais que dans le public, il y avait mes élèves de Lyon. Il y avait beaucoup de gens que je connaissais. Il y avait de la famille, beaucoup de familles qui étaient venues. Et en plus de ça, ma fille. Et comme je te disais tout à l'heure, tu sais pas, un combat c'est incertain. T'as ton game plan, tu sais comment ça veut se passer, mais le combat, il peut très mal se passer dès le début. Ça s'est très mal passé pour mon adversaire, que malheureusement, c'était un bain de sang. J'ai ouvert sur le front et le combat a été arrêté parce que hémorragie, pas possibilité de continuer, une énorme balafre, le pauvre. Salut à toi Cédric. Ma fille, ma mère a quand même tourné la tête de ma fille à ce moment-là, mais l'a rassurée. Et quand elle m'a vu après, j'étais immaculé de sang, mais elle m'a vu, tout allait bien. Et là, ça a été peut-être une révélation pour elle. Peut-être qu'elle s'en rappellera dans 15-20 ans, 10 ans, peut-être. J'en sais rien, je sais même pas. Enfin, si on en parle, peut-être. Mais pour moi, ça a été quelque chose de très important. Ça a été un combat crucial dans ma carrière, dans un lieu incroyable et avec des gens incroyables. T'as parlé de ton surnom dans le milieu du MMA, la Stache. En plus de ce surnom, on le voit, t'as le drapeau comtois sur l'épaule. Il me semble aussi que t'as des tatouages en rapport avec la Franche-Comté et le Jura. Cet attachement à ta région d'origine, pourquoi tu le gardes en toi ? On pourrait dire que je suis un bon petit chauvin, sans point négatif. J'aime ma Franche-Comté, j'aime ma région, j'aime mon département. Je suis un Jurassien, je suis né dans le Loup-Hockey, mais je suis un Jurassien. Et j'ai toujours porté énormément d'attachement à ça. Et il ne faut pas avoir la honte de dire que je suis un bon Jurassien, un bon Franc-Comtois, un bon Français. Au contraire, il faut porter un attachement. On a une culture, on a un patois, on a beaucoup d'histoires chez nous, on a beaucoup de choses, on a une bonne situation géographique. Ouais, ce sont des choses qu'il faut mettre en avant. Il ne faut pas avoir peur et avoir honte. Moi, je suis fier. On t'a déjà vu d'ailleurs célébrer une victoire dans la cage avec le drapeau franc-comtois. Et j'en profite parce qu'ici on est à Mouchard. Ouais. On l'a dit, dans ta salle de sport, dans ton dojo. Explique-nous un peu ce que tu essayes de créer ici. Alors, c'est mon dojo. Ici, j'essaie de créer en fait une salle que généralement tu retrouves en milieu urbain, à la ville. Donc réussir à déplacer une structure pareille à la campagne pour pouvoir donner accès et proposer des services aux gens qui n'ont pas forcément l'occasion d'avoir ça sous la main. Ça peut être du sport de contact, on va parler de MMA, mais on va parler de pas mal d'autres sports, contact, projection, mais aussi à côté, au niveau de la remise en forme. Moi, en tant que coach, je ne fais pas que de la boxe. Je vais faire de la remise en forme à côté, je vais avoir des programmes physiques où je vais accompagner des gens. Okay. Je passe de nouveaux diplômes qui vont me permettre aussi d'être carrément prescrit par rapport à certains médecins qui vont pouvoir me dire il faut accompagner telle personne parce qu'elle a telle pathologie pour faire en sorte que tout le monde puisse avoir accès au sport. C'est un loisir, c'est une chose qui est importante dans la vie de tous les jours. C'est un but dans ta vie, un objectif d'ouvrir une salle ici ? Ouais. Chez moi, oui, à Mouchard, dans le Jura. Littéralement, parce que le symbole est beau, c'est là où tu t'entraînais petit. Ouais. En novembre, c'est devenu ta salle. Qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là ? Fierté ? Ouais. Une fierté, et puis la concrétisation de tout un travail. Pourquoi ? Parce que tout bon coach souhaite ouvrir sa salle. C'est bien de passer les diplômes, c'est bien d'avoir sa clientèle, mais il faut avoir un point d'attachement. Si tu as l'habitude de changer de salle, j'ai pas envie de dire, tout le monde peut faire ça s'il en a le souhait. Mais quand tu as un but, quand tu as une vie, tu as certains buts. Et la plupart du temps, c'est arriver au Graal qui va être d'avoir son entreprise, d'avoir sa propre salle, d'être payé par soi-même et de faire vivre en fait cette salle-là. T'y crois que le MMA pourra s'implanter dans les campagnes ? C'est déjà le cas. On est à la campagne et j'ai réussi à créer une association où il y a du client. Il y a de la demande, les gens viennent. Il y a de la demande. Grâce à la médiatisation, on va y arriver, forcément tout le monde y a accès maintenant, ne serait-ce que par rapport au réseau. Donc forcément, quand tu en entends parler, oh purée, c'est dans le village d'à côté, je vais aller voir. Je vais au moins voir à quoi ça ressemble. Ça te plaît pas, ok, mais au moins tu t'es intéressé. Et c'est déjà ça qui est beau. Le simple fait de sortir de chez toi, de prendre la voiture, d'aller à tel endroit, de regarder, de t'instruire, et puis après de te dire, de faire ton point de vue, et puis soit tu te lances,
ça, tu peux te permettre de rester derrière ton écran. Ouais, donc la transmission, l'enseignement, on sent que c'est aussi quelque chose qui t'anime. Énormément. Et J'adore ça. C'est important aussi à tes yeux? J'ai rencontré énormément de monde qui ont transpiré sur moi. Et quand je parle de transpirer, je te parle pas sur le sport, mais de leur façon de vivre, de leur façon de partager. Et j'ai tellement adoré ça que, en fait, je pense que je me suis un peu imprégné de ça et que ça fait partie de moi, tout simplement. Ouais. Donc ouais, maintenant que jusqu'en 2027, bien sûr, il y aura du combat. Pour l'après, ce sera vraiment cette mission, quoi. Voilà. Transmettre cette passion à d'autres. Tout à fait. Les dernières questions, c'est quoi le meilleur conseil que tu pourrais donner à un jeune qui veut se lancer dans le MMA? Un jeune qui souhaite se lancer dans le MMA, il n'y a pas d'âge déjà pour ça. Là, on parle d'un jeune. Déjà, réussir à trouver la bonne structure. Il doit bien se sentir. Ensuite, à partir du moment qu'il se sente bien, ne pas sauter les étapes. Il faut y aller étape par étape. Et malheureusement, la jeunesse actuelle, la première des choses qu'elle veut, c'est signer à l'UFC. Faut pas oublier, restons à sa place. C'est qu'il y a déjà plein d'échelles, plein de marches à gravir avant d'arriver au Graal. Ça se trouve, tu n'y arriveras jamais à ce Graal. Tu vas avoir plein de déceptions. Il faut garder la tête froide, la tête haute, garder sa fierté, la mettre de côté, apprendre et à rester humble. Quels sont les objectifs pour le futur? L'objectif est de carrément faire construire une salle, une académie, comme je vais appeler ça, où il va y avoir pas mal de sports de combat, une salle de musculation, une salle plus ou moins adaptée à tout le monde, où il va y avoir, admettons, du yoga, du stretching, des trucs du genre. Mais voilà, ça va être une très grosse structure où j'espère que les gens viendront pour faire vivre la salle, parce qu'un dojo, une salle de sport, ce qui la fait vivre, c'est pas forcément le fait d'avoir des bons coachs, le fait d'avoir beaucoup de monde ou quoi que ce soit, c'est d'avoir des gens qui viennent avec le sourire et qui partagent. Il faut la faire vivre. Et question finale, qu'est-ce que tu pourrais dire au jeune Alix, à 4 ans, qui se rendait à son premier cours de judo, ici, dans cette même salle? Voilà. Si tu savais dans quoi tu t'es embarqué. Non, fierté de tout ce chemin parcouru. Alix, merci beaucoup pour ce passionnant et riche entretien. Merci de nous avoir fait découvrir ton monde, ta vie et ton parcours. On espère que tu continueras le plus longtemps possible à faire ce que tu aimes, sans te blesser bien entendu. Continuer à faire vivre cette salle et ses multiples projets ici à Mouchard. J'espère que ça se passera comme tu le souhaites. Merci beaucoup Alix. Merci à toi.